l'histoire a trop souvent été racontée avec une attitude eurocentrique, pour dire les choses comme ça, que le monde est interprété par l'Europe conformément aux intérêts de l'Europe et, je dirais, aux préoccupations de l'Europe. Et c'est vrai sur tous les plans, y compris sur la manière de voir géographiquement le monde. Et pour moi, ce n'est pas mon interprétation. Je pense qu'elle doit être relativisée. Je pense que le monde peut être vu et raconté à partir de plusieurs points différents et que chaque vision du monde, chaque point de vue est important. De toute façon, l'histoire est toujours écrite en fonction des préoccupations actuelles, en fonction des préoccupations des gens qui font l'histoire, qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils l'écrivent. Et aujourd'hui comme hier, ce que peut-être aujourd'hui on a plus tendance à considérer, c'est un certain nombre de phénomènes qui, hier, étaient laissés à l'arrière-plan. Et ça, évidemment, dans cette histoire-là, dans cette façon de regarder l'histoire, Marx a joué un rôle fondamental. Et c'est clair aussi que la façon de regarder les autres cultures, à travers cette façon de faire l'histoire, a changé. The expression conventional history, it becomes almost synonymous for me with European history. And I see that as very much a thing apart in many respects from Black history, but Black history is also inserted into conventional history in very problematic ways. So the problem is, I think, for someone like myself, coming from a colonial society, is that first, the history that we were taught in schools, in our schools, was European history. It was a very conventional approach to history, in keeping with that particular period and time. And we only really came upon ourselves in history as objects upon which the European had carried out his various projects. We never really saw ourselves as agents in history. In fact, we were told quite clearly that that is African peoples, Black peoples in the New World, even in Africa, we were told that we didn't have a history. And so it has been almost a lifelong project to begin to excavate our histories. I use that in the plural, our histories. And I use that with a small h, vis-a-vis the larger history. So yes, and I see my role as now subverting European history by positioning ourselves as agents within that period, within the period of history, capital H. My role is to subvert that history by positioning ourselves there. We have always been there in that history. We have been, however, written out, silenced, left on the margins, and so on. And so, in terms of my writing life, what I continually try to do is to reverse that, to position ourselves as center, as agent, and not merely as the object upon which the European has always acted. Would there exist such configurations as third world nation states without the Atlantic European states, the empires, indirectly freeing up a potential for national self-definition? Well, you're asking the question of the hour, aren't you, really? Because with the, well, what I would call the crumbling of the nation state in the West, we have had to re-question the ways in which nationalisms were transplanted to the so-called third world. And I would say that in some ways, of course, there were indigenous, local nationalisms that grew out of, let's say, the Indian subcontinent in the 19th century. So we cannot merely see the nation as the product of the West. What exactly happened on midnight, August 14th, 1947?
To my mind, very sad thing happened in midnight, August the 14th. And of course, I think it is best emblematized by the fact that when India was partitioned, they messed it up so that Pakistan was got independence on the 14th and India got independence on the 15th. Now, what was the status of India during that period of 24 hours? Was it a nation? Was it still a colony? And what we see in the partition of India was the great mistake whereby Muhammad Ali Jinnah assumed that he could use religion in order to produce a modern secular state. And I think for Pakistan, the great tragedy was that Jinnah didn't live long enough. If he had lived long enough to write a secular constitution, they would never have dreamed of changing a word of the Qaid's constitution. And so, as a consequence, Pakistan would still be a secular country today. Akbar, can you tell me what Hong Kong was before it became an important capital? Well, I mean, before the British, it was just a piece of rock. It was a fishing village. And then, of course, you had the British presence, but one of the crucial changes was, of course, 1949 and what happened after 1949, because one of the key events in the development of Hong Kong was this influx of talent, shall we say, from China, all the way from cooks to tailors to entrepreneurs. All the people who, for whatever reason, wanted out of China came to Hong Kong, and it developed that way. It's like a kind of hothouse atmosphere. Does Hong Kong fit into any previous Asian political situations, or is Hong Kong's relationship to international capital a very unique one? Well, I think it's, to answer that question properly, I think it's also a kind of time. The question of a time gap really has to be part of the equation. It's like things develop not in a linear chronological way. For example, if you ask whether Hong Kong is unique or not, in some ways, of course, it's not unique. I mean, you could think about it as a third world country, and all the discourse on the third world, to a certain extent, would apply here. But because both of the history and the geography, the relationship to the West, the relationship to China, you have something else that's happening. You have a kind of almost a kind of break in logic and in time, in space. Because on the one hand, it's always been in this position of dependency, either on the West or on China for water, for whatever. But at the same time, it's also, as we have been able to develop in really a very, very quick way. So what you're then getting is a kind of gap, a kind of, I mean, the word I would use here is hysteresis. Hysteresis in the sense that the distance between cause and effect is a long one, that there are certain breaks in between. There are certain gaps in between. So is it unique? Well, I think in one sense, it is a very unique situation, especially if you think about what's going to happen after 1997. Because as I see it, one of the things that's going to happen after 1997 is that Hong Kong is going to pass from Britain to China, but it keeps its status in a sense as a colony. But it's going to be a colony of China in a very peculiar way, because it's not going to be a colony in the sense that it's in a dependent subaltern position. In some ways, it's in fact in a much more advanced position than the country that is colonizing it. So what you're getting, therefore, I think, is a specific form of post-coloniality, or post-coloniality in the specific sense of the word, where you have the post-colonial, which has not gone through yet a process of decolonization. And I think this is historically what is unique about Hong Kong and the Hong Kong situation. Pour moi, je pense qu'il est important de connaître l'histoire du monde et de connaître la réalité du monde de plusieurs points de vue différents.
et que c'est seulement à partir de ces points de vue différents qu'on peut avoir une idée proche de ce qu'est la réalité. Dans l'attitude quotidienne, on a beaucoup trop souvent une vision de l'histoire, une vision de la géographie qui fait par exemple qu'une région comme celle qu'on appelle le Proche-Orient, qui est le lieu de naissance des plus grandes civilisations, qui est le lieu de naissance de l'histoire, a pour nom aujourd'hui Proche-Orient, c'est-à-dire qu'elle est définie uniquement par la distance qui la sépare de l'Europe. Pour moi, c'est une attitude aberrante et scandaleuse, et en plus dangereuse. Je crois qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à voir le monde, et son histoire, et son présent, à partir d'un très grand nombre de points de vue différents, c'est qu'on est en train de rater quelque chose de fondamental. Je vais élargir peut-être un peu cette question. Je pense qu'il y a aujourd'hui en Europe, je dis l'Europe, mais ce n'est pas uniquement l'Europe, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord également, mais l'ensemble qui est le cadre de la civilisation d'origine européenne, qui est la civilisation la plus avancée aujourd'hui. Nous avons donc en Europe ou en Occident la seule civilisation à vocation et à prétention universelle. Toutes les autres civilisations apparaissent comme des civilisations marginales. Cette civilisation à vocation universelle est en train de devenir, pour toutes sortes de raisons technologiques et autres, une civilisation étendue au monde entier. Ses valeurs, ses modes de vie, ses modes de consommation sont en train de s'étendre. Si cette civilisation n'assume pas une véritable universalité, c'est-à-dire si elle ne se dit pas « j'ai une vocation, j'ai une ambition universelle, donc je dois devenir universel », c'est-à-dire je dois commencer à me comporter non pas comme une civilisation née dans un endroit précis géographiquement, au sein d'une civilisation, mais véritablement considérer que je dois devenir universel, que je dois intégrer des apports extérieurs, que je dois intégrer des visions différentes, à ce moment-là, il y a un conflit qui ne peut que s'aggraver entre cette civilisation et toutes les civilisations marginales qui la considèrent comme une civilisation étrangère. Ce que j'ai essayé de faire, à travers les croisades, et d'une manière un peu différente à travers d'autres livres, c'est d'abord de m'adresser à cette civilisation, parce que c'est d'abord à elle que je m'adresse, en disant, vous ne pouvez pas continuer à voir le monde comme vous le voyez il y a 2 siècles, il y a 3 siècles. Vous ne pouvez pas continuer à appeler les régions du monde, même si ça n'a qu'une valeur symbolique, de la même manière dont vous les appeliez avant. Il y a quand même des choses scandaleuses. Ça peut faire sourire, mais c'est révélateur de certaines réalités très profondes. Quand Christophe Colomb va vers les Indes et qu'il tombe par hasard sur un continent qui n'est pas les Indes, et qu'il appelle les habitants de ce continent indiens, c'est compréhensible. Mais si 5 siècles après, on continue à les appeler les Indiens d'Amérique, il y a quand même quelque chose de fondamentalement malsain. Il y a quelque chose de fondamentalement malsain dans cette manière d'interpréter le monde en permanence et avec toute une entière bonne conscience, comme si le monde était simplement une périphérie lointaine, marginale, sans véritable importance, sauf dans la mesure où elle a des rapports avec l'Europe. Et je pense, et là je crois que c'est une chose grave parce qu'il y a de plus en plus de conflits qui, à mon sens, ont leur origine dans un rejet d'un grand nombre de
cultures différentes, d'un grand nombre de peuples ayant des cultures différentes de la culture européenne. Un rejet de cette culture, parce que cette culture est en pleine expansion et qu'elle suscite des réactions de défense. Et ces réactions ne font qu'augmenter. Et à mon avis, elles ne feront qu'augmenter tant que cette culture est aussi strictement eurocentrique. Moi, je crois que là, aussi bien dans la façon de regarder l'histoire que dans la façon de construire un roman, par exemple, il y a une influence qui vient aussi bien de Marx que de Freud. Et donc, c'est clair que, par exemple, si tu prends un roman comme celui de Proust, La recherche du temps perdu, La recherche du temps perdu, qui est au fond l'analyse d'une histoire particulière, d'un individu dans une société particulière, elle a pu inspirer les historiens, mais elle est aussi elle-même inspirée d'autres courants, et notamment du courant psychanalytique, à mon sens, même de façon indirecte et inconsciente chez son auteur. Bien sûr que cette façon de représenter l'Orient comme despotique, comme fanatique, entre autres, fait partie d'un imaginaire qui a été construit par l'Occident, et qui a été construit par l'Occident en opposition à la vision que l'Occident désirait avoir de lui-même. Donc l'Orient est devenu, dans cette construction, une sorte de repoussoir pour l'Occident. Une sorte de miroir, mais un miroir qui présente évidemment les choses à l'inversé, n'est-ce pas? L'Orient est le miroir de l'Occident, donc l'image inversée de l'Occident. Et c'est à travers cette image, entre autres, que l'Occident a construit sa propre image, son auto-image, parce que l'Orient, et en particulier cet Orient proche, qui est quand même assez familier de l'Occident, parce qu'il est près de lui géographiquement, et parce que cet Orient, l'Occident l'a côtoyé historiquement longtemps, cet Orient proche, pendant très longtemps, et je crois encore aujourd'hui, et même peut-être de nouveau aujourd'hui avec la fin de l'épouvantail soviétique, cet Orient proche, c'est l'altérité par excellence pour l'Occident. C'est l'autre par excellence. Donc, cet autre doit être différent de nous, et il doit être différent de nous à peu près à tous les plans possibles. C'est-à-dire, si nous avons la démocratie, l'autre a le despotisme ou la tyrannie. Si nous avons la tolérance, l'autre a le fanatisme, etc. Et ça travaille toujours comme ça, par couple. Mais dans la réalité, cette façon de voir l'Orient, de percevoir l'Orient, a évidemment été extrêmement nuisible au rapport Orient-Occident, et elle a été très nuisible aussi au développement même de la pensée et bien sûr de la société dans les pays arabes de la Méditerranée, dans le monde arabo-musulman, si on veut, ou ce que je peux appeler l'Est méditerranéen. Elle a été nuisible de deux façons. Sur le plan matériel, parce qu'évidemment l'économie occidentale, en pénétrant ces sociétés, les ont chambardées, les ont bouleversées, les ont transformées, les ont déstabilisées aussi beaucoup. Et en même temps, elles les ont gênés dans la réflexion de leur propre histoire. Parce que cette interruption a en quelque sorte forcé les peuples de ces pays et les intellectuels de ces pays de penser leur histoire à la lumière pas seulement à la lumière de l'histoire de l'Occident, mais à la lumière de la façon dont l'Occident voyait sa propre histoire. Parce qu'on peut voir l'histoire de l'Occident de diverses façons. On peut la voir du point de vue de l'Occident, mais on peut aussi la voir du point de vue des peuples qui ont été dominés ou qui sont toujours dominés par l'Occident. National allegories, what are they? What are national literary allegories? They are texts that purport to tell a national history via a fictional form. The clearest example I could give you would be, of course, Midnight's Children, which has the story of both the birth of a nation and the birth of a nation being absolutely parallel with the life of the protagonist of the novel. So that you have a character who represents India as well as himself, and you have Indian national history told from his perspective. I believe colonialism initiates nationhood by its very advent. So that, for example, when we look at, once again, the British Raj, and try and say, when did the nationalist movement in India start? We have to date it from 1857.
from the moment of mutiny. So that in some ways, the colonial experience is automatically modernizing. It makes the colonized people modern, even before their times. Surely when we are celebrating, and I put that in quotation marks, Emancipation Day, we are colluding with the European in eliding, in erasing a long history of resistance, of rebellion that made slave societies continuously very tense societies. The slave owners, slave masters could never be sure of what would happen or what would not happen. Emancipation Day suggests that somehow the European could give us something, our freedom. And while, yes, it did have tremendous power in that Africans could, for the first time, do certain things that they couldn't do before, I think it's very important when we look at that history that we look at it in a very questioning way, and that we continually try to subvert it today, even for an event like Emancipation Day. Because I insist that the European could not take away from us our essential humanity. In fact, when you look at slave societies, you look at African societies in the New World, and you see the tremendous production of creativity in the face of a traumatic onslaught. You look at the music, you look at the dancing and so on that continues right up to today, that were produced under terrible situations. I think that in itself is a testament to the fact that the European could not, by a paper document, take that away. We knew our spirituality was still intact, even though it was under attack. We knew our music was there. We understood our languages and so on. You go to the Caribbean Demotic is as much a descendant of African tongues as it is of English. So what I'm saying, in fact, is that the people who should be celebrating Emancipation Day are actually the Europeans. Je pense que l'attitude de l'Europe par rapport au monde est une attitude conquérante, une attitude qui, à travers les siècles, a eu des effets parfois positifs, parfois négatifs, mais toujours dévastateurs. Parfois, l'Europe a transmis au monde sa culture, mais souvent à un prix extrêmement cher. Quand on voit ce que l'Europe a fait en Afrique, dans le continent américain, le massacre des Indiens d'Amérique, le transport de millions d'Africains par rafio entiers vers l'Amérique pour les faire travailler à la place des Indiens qui ont été massacrés, la guerre qu'on a faite à la Chine pour l'obliger à acheter l'opium, tout un ensemble de conflits qui ont laissé des traces chez tous les peuples. Et moi, parfois, quand j'observe le monde, quand j'observe les réactions souvent très violentes de certains peuples face à l'Europe et à ce qu'elle représente, j'observe aussi en Europe une incompréhension totale par rapport à cela. On a l'impression en Europe d'être injustement accusé de quelque chose. Parce que les gens n'ont pas de mémoire. C'est vrai que quand on voit l'apparence des choses, un Algérien et un Français, un Algérien qui réagit très violemment contre un Français qui est un parfait démocrate, qui regarde l'Algérie avec un sourire et peut-être avec beaucoup de sympathie. Bon. Le bon et le mauvais, on a l'impression que c'est évident. Quand on voit l'évolution historique, quand on voit qu'il y a quand même eu 130 ans d'occupation française de l'Algérie, qu'il y a eu des massacres, qu'il y a eu une destruction d'une culture, une volonté d'imposer une autre culture. Bon, c'est du passé. Mais pour les gens qui continuent à vivre dans un état de frustration véritable, qui n'arrivent pas encore à sortir de ces années, de ce siècle de drames, et qui cherchent encore leur identité, ce n'est pas
ce n'est pas aussi simple que pour un pays qui est prospère, qui est développé. Et les réactions de violence, les explosions de violence qu'on peut voir dans certains pays, sont souvent les réactions un peu retardées à une autre violence qui leur a été imposée, mais qui leur a été imposée par des peuples qui aujourd'hui ont oublié qu'ils ont été violents. Et parfois, il est bon de le rappeler. C'est un peu cela, non pas tellement pour les culpabiliser, mais parce que je pense qu'il y a une incompréhension fondamentale. Et ça, c'est plus spécifique à l'Europe et au monde islamique. Je pense qu'il y a une incompréhension fondamentale du monde islamique. Je pense que l'Europe ne connaît pas mieux l'islam aujourd'hui qu'il y a 1000 ans. Je pense que fondamentalement, on se contente d'un petit nombre d'idées générales, parfois un peu vraies, souvent très fausses, qui sont diffusées à un moment donné, que tout le monde accepte telles quelles. Il y a une sorte de terreur morale, de terreur intellectuelle, qui fait qu'il y a un certain nombre d'idées contre lesquelles on ne peut pas aller. Et les gens se contentent de ça. Et il peut y avoir des conflits, des guerres, des massacres, des haines qui se développent, sans que les gens essaient véritablement de connaître mieux l'autre. Postmodernism suggests that history is dead, and I take issue with that because as a black person in the New World, history is not dead for me. History is very much alive, particularly coming from the Caribbean, which represents for me a site of vast, massive interruptions of histories. It was the site of interruption for the Aboriginal peoples, the interruption of their history. I have been using the word circuit recently, circuits of energy, circuits of history. So you have an interruption of the Aboriginal history, their circuits of creativity and culture. You then have an interruption of the African history, their histories, their circuits, bringing them into the New World. Of course, the Aboriginal was virtually wiped out in the Caribbean. You have an interruption of European history, of course, with the advent of the European, thinking that he was going to find utopia, the new world, where none of the sins of the old world would exist. You also have an interruption of the Asian history by bringing them into the Caribbean, Chinese and Indians. So in fact, the Caribbean and subsequently the New World becomes a site of massive interruption. Are there any historians who are making a case for the political freezing of third world societies, historical freezing of third world societies, because they have been held in check by the expansion of Western economies? I know that you've answered the question sort of, Yes. and you've given a general picture of the question sort of, but are there any precise detailings of the anti-liberalism, say, in the Algerian case now? One could say that initially the Algerian Revolution was part of a modernity, which was French installed, Yeah. or somehow it was dialectically constructed with French imperialism there. Now it so happens, what we're saying today is that the Algerian, I guess you'd say the popular masses, are reverting back to a certain initial stage, which probably didn't really exist anyway. Are there any historians that are making a case for this de-modernity, this anti-modernity? Oui, bien sûr, il y en a. Maintenant, la question est de savoir si ces historiens attribuent la responsabilité à l'Occident ou à l'autre, à l'Orient, à ce qu'on appelle l'Orient. Moi, je pense que la plupart... Elle-même, vous voulez dire? Oui. Je pense que la plupart des historiens occidentaux attribuent cet immobilisme et cette incapacité de réagir à la modernisation, ils l'attribuent à l'Orient. Et pour commencer, Marx. Marx a une vision extrêmement européocentrique
des problèmes quand il parle du mode de production asiatique et lorsqu'il parle de l'Asie en général. Il décrit ces sociétés comme des sociétés figées dans lesquelles l'intervention du capitalisme extérieur est comme un bâton dans une fourmilière et qui va obliger ces sociétés à évoluer, à se transformer et à entrer dans le cours de l'histoire. Il y a chez Marx toute une apologie de la colonisation, malgré ses horreurs, et Marx souligne abondamment ses horreurs, mais il dit ces horreurs sont nécessaires, peut-être pas les horreurs en elles-mêmes, mais la colonisation, malgré ses horreurs, disons, est nécessaire parce qu'elle est le moteur à travers lequel ces pays vont réintégrer le courant de l'histoire, c'est-à-dire, en fait, ce que nous considérons, nous, en Occident, comme étant le courant de l'histoire, est vision que j'appellerais hegelienne de l'histoire et qui a été complètement reprise par Marx. Alors, je crois qu'au XIXe siècle, la particularité de cette vision occidentale de l'Orient, elle est liée à la mort. C'est un peu dramatique. Oui, c'est un peu dramatique, mais à la mort dans toutes les acceptations du terme. C'est-à-dire, l'Orient est ce qui est figé, ce qui est mort, ce qui n'évolue pas. En même temps, l'Orient est une espèce d'au-delà, c'est un autre monde. Ce n'est pas notre monde, c'est un monde autre, c'est un monde qui, dans sa facette plutôt positive, cette fois-ci, est onirique, c'est le monde du rêve, c'est le monde de l'échappée. Il ne faut pas oublier que le XIXe siècle, c'est quand même aussi la prise de conscience en Europe des bouleversements et des laideurs de la révolution industrielle. Par conséquent, l'Orient n'est pas encore entré dans ce cycle de la laideur industrielle et il reste un monde de rêve, il reste un monde où l'échappée est possible, où la fuite onirique est possible. Et c'est dans ce sens-là que c'est un monde qui est, à tout point de vue, un monde mort et un au-delà, c'est-à-dire quelque chose de radicalement différent qui est de l'autre côté d'une clôture. Alors que, évidemment, ce qui bouge, ce qui vit, ce qui évolue, on le situe chez soi, en Occident. C'est aussi la mort, parce que la mort est aussi liée à ce qu'on pourrait appeler le côté sanguinaire du despotisme et du fanatisme, n'est-ce pas ? Donc il y a aussi cet aspect-là, c'est la mort et c'est aussi le sang qui coule. À cet égard, je pense qu'un des tableaux les plus représentatifs de cette vision occidentale de l'Orient, c'est la mort de Sardanapale de Delacroix. Cultures yoked by violence together. The phrase, in fact, is Dr. Johnson's, and he's talking about, in the original context, he's talking about the metaphysical poets. However, I use it to talk about the fact that let's say, in pre-partition India, the cultures yoked by violence together are, of course, the Hindu culture, the Muslim culture, the Christian culture, the growing Christian culture that was present with the colonizers. And none of these people really wanted one another. Pourquoi est-ce que le marxisme a eu un regain, je dirais, d'actualité et de ferveur dans les universités dans les années 60 ? Eh bien, ça me paraît tout à fait lié à la montée des revendications des pays ex-colonisés, à la décolonisation et à toute la revendication qui est liée à la décolonisation et à la critique de l'injustice de l'ordre mondial. Et cette critique, ce n'était pas simplement une critique académique, c'était une critique qui était aussi reprise dans les arènes politiques, l'ONU, d'autres forums. Et par conséquent, l'intérêt pour le marxisme était, à mon avis, tout à fait lié à cette remontée du tiers-monde comme force de revendication. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le tiers-monde n'a pas réussi dans cette ambition à améliorer les rapports entre le monde riche ou le monde occidental ou le monde capitaliste développé et les pays du tiers-monde. Cette percée ne s'est pas faite. Il y a une certaine désillusion aussi qui s'est faite sur les régimes du tiers-monde qui se réclamaient d'une vision progressiste de l'histoire parce qu'ils ont eux-mêmes échoué à instaurer à l'intérieur une société un tant soit peu égalitaire. Par conséquent, il y a une dépréciation en ce moment du tiers-monde dans les universités et des problèmes posés par le monde du simple fait que le tiers-monde est dans une situation de plus grande faiblesse aujourd'hui
idéologiquement et politiquement qu'il ne l'était il y a 15-20 ans. Je crois que c'est une des particularités de la civilisation occidentale d'avoir mauvaise conscience de son impérialisme. Attention, c'est une mauvaise conscience qui est exprimée par une minorité, et par une minorité qui, en général, n'est pas au pouvoir. Et quand elle arrive au pouvoir, comme par exemple les socialistes en France, cet aspect tend à prendre le bord. Donc, c'est une mauvaise conscience qui surtout circule plus ou moins, suivant les moments, parmi les intellectuels. Mais je crois que ça, peut-être que je me trompe, mais je crois que ça, c'est particulier à la civilisation occidentale. Je ne suis pas sûr que les Chinois se soient jamais posé la question de savoir s'ils avaient raison d'exercer l'hégémonie chinoise autour d'eux. Je ne suis pas sûr que les Ottomans aient eu ces préoccupations. Je ne suis pas sûr non plus que on trouve ces préoccupations chez les Mongols, ou chez les Romains, ou chez Alexandre. In a sense, Hong Kong has had no history in the way in which people in an Arab country or in an Egyptian country has a history. There's nothing to exhume. I mean, what you're going to exhume would be all these traces and residues of the colonial. I mean, that in fact is your history. So it's like you can't as well get outside this colonial situation into something else that preceded it, because what preceded it was nothing. Before the British, Hong Kong was just this barren rock. So in a sense, the whole history of Hong Kong is a history of the colonial presence. That's never been a kind of before as well. It's always been what it is. So it's like you can't find its position outside. But then the point to develop from that would be then to say, you can't find a position from the outside, but what you then have to do is to find a position of resistance, in a sense, from the inside. In other words, using these tools and these givens and doing something else with them, doing something different with them. It's like this question of language, of speaking. One of the resistance strategies might be to say, all right, I don't want to speak English, I'm not going to speak Chinese. But that's no good either. Because, I mean, when you do that, as it were, when you choose simply another language, that is also a kind of cop-out as well. Maybe another way, a better way to do it would be simply to speak English in such a way that speak it in such a way that it's never been spoken before. Use it, but use it in a different way. Put a kind of spin on it. My central preoccupation, I would say, as a writer, comes out of language and how I, as someone whose ancestors were stripped of their languages, their language, how I function in a tongue which is both mother tongue and father tongue. And of course, I imagine that's obvious, but I'll explain in the sense that when we think of mother tongue, we think of, you know, all the connotations that come along with the word mother, you know, warmth, softness, nurturing, and so on. But the English language in the Caribbean, in the New World, was not mothering in that sense. If it was at all, it was M/othering. This was a language that was forced on individuals. It was a language that people only heard in the most debased of situations, orders, commands, that sort of thing. But yet the peoples were versatile, were resistant enough to combine the leavings of that language along with what they remembered from their own languages to create, I think, one of the most exciting and kinetic demotics in the world, in the English-speaking world today, which is what I call the Caribbean demotic. Some people call it patois, some people call it dialect. Je pense que tous les conflits qu'il y a eu au cours du dernier millénaire entre l'Occident chrétien et le monde musulman a donné l'occasion de certaines références aux croisades. Et je pense des deux côtés. Pour
Une raison, d'abord, c'est que les croisades sont quand même le conflit le plus important entre ces deux mondes. C'était un conflit global qui a duré 2 siècles. Et c'est un peu le conflit fondateur, le conflit de référence entre ces deux mondes. Aujourd'hui, en Europe, on a l'impression que ceux qui font référence aux croisades, ce sont plutôt les musulmans, et que l'Europe a beaucoup dépassé cette question. Je dirais que c'est un peu vrai et un peu faux. C'est un peu faux d'abord, parce que moi je ressens souvent dans l'attitude de beaucoup d'Européens une méfiance viscérale à l'égard de l'islam, qui n'est pas toujours consciente, qui est rarement avouée, mais qui est réelle. Je crois que on attendra très longtemps encore avant qu'un pays musulman ne soit accepté dans la communauté européenne. Je sais que, par exemple, la Turquie a déjà présenté une demande. Je serais très étonné si cette demande était acceptée. Il y a certainement des raisons économiques, démographiques ou autres, mais je suis convaincu fondamentalement que la raison religieuse est primordiale. Je pense que quelque part, même si chez les gens il n'y a pas de référence religieuse toujours, dans l'esprit des gens, l'islam apparaît, je dirais apparaît aujourd'hui plus qu'avant comme un ennemi. Il est peut-être même en train de devenir, pour beaucoup de gens en Europe occidentale, avec la disparition du danger communiste, le remplaçant, l'ennemi de rechange, l'ennemi numéro 1. How is the practice of Islam different from the Islam that is practiced, say, in Europe, vis-à-vis Pakistan? It's very different. It's very different, and it has much to do with class. So I'll have to answer this question in a couple of parts. If you are talking about the working, let's say in Europe, the working classes that practice Islam, they are probably more rigid. They believe even more tenaciously than, let's say, your typical village in Pakistan, where religion is important, but religion is not necessarily associated with fanaticism. I believe that sometimes immigration exacerbates the problems of fundamentalism. They're alone, they're a minority, they're in a country that does not really want them, and that's what produces a mentality of, let's say, the Bradford Muslims, who want book burning and much more. Whereas if you return to the middle class situation in Pakistan and in Britain, there it's the mirror image opposite, because this typical Pakistani middle class person is far more religious than the equivalent over here. So indeed, Islam is very, very different. La révolution industrielle et tous les changements techniques qui l'accompagnent, la puissance particulière que cette révolution industrielle, sa technique donne à l'Occident, transforme radicalement les rapports avec l'Orient, dans un sens où, de façon presque définitive, l'Orient n'est plus du tout regardé comme un égal, mais comme inférieur. Alors qu'avant, cette infériorité économique, en tout cas, n'est pas évidente. Très longtemps, dans le commerce entre les pays européens et l'Empire ottoman, c'était les pays européens qui étaient déficitaires et l'Empire ottoman qui était excédentaire, même jusqu'au début du XIXe siècle. Donc, c'est pas évident que XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, et même le siècle précédent, XVIIe, les Européens aient le sentiment de leur supériorité économique. Ils ont un sentiment de supériorité au niveau peut-être scientifique déjà. On trouve chez des auteurs des appréciations selon lesquelles, oui, les Orientaux sont très savants, mais ils n'ont pas nos belles méthodes modernes, n'est-ce pas? Donc il y a déjà cette idée qu'ils sont en retard.
Mais ça n'est pas un retard économique. L'idée du retard économique, et qui va donner lieu à l'idée du sous-développement, c'est une idée beaucoup plus ancrée dans le 19e siècle, et cette idée est évidemment liée à la puissance économique que la révolution industrielle ou que la grande industrie donne aux sociétés occidentales. Ça me paraît évident. Donc ça aggrave l'image, ça c'est sûr. Livingstone himself, in his own words, was very clear about the fact that he had to destroy African culture. Much as he respected it, he expressed this respect for it on many occasions, but he was very clear. He had to destroy African culture, their mores, their customs. Then he could bring commerce, then he could bring Christianity. Oh, didn't he have to bring Christianity first? No, he was very clear about this. Commerce, then Christianity. And the reason why I am familiar with that is because I had completed a book, I think the year before, called Looking for Livingstone, in which I had done some substantial research about him. And this was very, very clear to me. But, you know, very much the myth of Livingstone is that he went to Africa and brought religion and helped to end the slave trade. Livingstone had one convert in all his life as a missionary. He was the chief of the Bakwain group, and shortly after Livingstone converted him, the man returned to his native spirituality and religion. So Livingstone as a missionary was an utter and absolute failure. I feel very strongly that we pay too much attention to the disempowerment of the colonial situation without also realizing that to be a colonizer is not the simplest thing in the world. There's a certain inherent powerlessness in the situation, and that is what increases this sense of the anxiety of empire. So that the standard colonizer was a very, very anxious person. Yeah. And that is a kind of dynamic of powerlessness between colonizer, colonized, that I wished to discuss in my book. Why did you choose Livingstone as a source for your book? Well, I think the best way of answering that is to say that, in a way, I think Livingstone, and I use Livingstone in this way now in terms of a concept, Livingstone chose me. That, Livingstone chose me to, I think, present an alternate view of history. That book came out, was actually a reply to the book I've mentioned here earlier called She Tries Her Tongue, Her Silence Softly Breaks, in which I examined language. And I think the word examine doesn't really do it justice. But I immersed myself totally in language, the terror I think that language has meant for certain peoples in this world. And I'm speaking now about Africans in the New World. The terror and the terrorism of language. So after examining that, I felt myself confronted by the concept of silence, and I wanted to write a long poem looking into this concept, and felt the poem was becoming too intense and began to break it up. I talked about interruptions. The first book works very much with interruptions. Livingstone is also working along that form of interruptions. But somehow Livingstone presented himself to me as the symbol of silence. The silencer, as in the European who goes overseas, goes to North America, he goes to South America, he goes to Australia, he goes to Africa, and finds a world there, but then imposes a silence on the world that he finds there, and then forces his tongue, literally, on the people, on the peoples. Yes. The anxious colonizer with emergent nationalism and terror. That's a very interesting proposition. And if we wanted to try and pursue the analogy, we would have to talk about issues of degree, because anxiety and terror are not part of the same spectrum. I mean, I think in some ways, psychically speaking, anxiety is just as corrosive
as living with terror. But the world of terrorism is one that is far more literally and immediately dangerous to one. Now, when you talk about the relation of terror to emergent nationalisms, I assume you mean the ways in which countries are prepared to kill in order to emerge. Is that your point? Je pense que du côté arabe, effectivement, on voit toujours l'Occident un peu sous les traits des croisés. C'est lié au fait, je crois, que dans le monde arabe, il n'y a pas encore de véritable séparation entre le passé et le présent. Je pense que dans la vie d'un peuple, il y a des moments de rupture qui font que on arrive à s'identifier à un événement, à une période, à une époque, et à retrouver des racines dans cette époque-là. Je prends un exemple. Pour la France, par exemple, la Révolution française est une période de rupture. Un Français ne sent pas le besoin de se référer à la période antérieure à la Révolution française. Il lui suffit de considérer qu'il appartient à un monde qui s'est forgé avec la Révolution française. Il y a même une autre référence plus proche qui est la Libération, en 1945. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sentent pas le besoin de se référer à la période antérieure. Plus généralement, je pense que dans le monde occidental, les gens se sentent bien dans le monde d'aujourd'hui. Ils ont des références suffisantes. Ils ont de quoi flatter leur identité dans le monde d'aujourd'hui. Pour les Arabes, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas uniquement pour les Arabes, mais particulièrement pour les Arabes, ce n'est pas le cas. Pour les Arabes, il n'y a rien dans le monde d'aujourd'hui qui puisse les conforter dans leur identité. Pour retrouver des sujets de fierté, il faut revenir très loin en arrière. Il faut revenir à la période où ils étaient encore la civilisation dominante. Si on parle de science, ils ne peuvent pas se référer à la science arabe d'aujourd'hui. Elle n'existe pas. Ils doivent revenir à Avicenne ou à Biruni. En tout cas, pour tout ce qui est scientifique, culturel, et également pour ce qui est militaire, on ne peut pas se référer à des victoires proches parce qu'elles n'existent pas. Quand on pense à une victoire, on pense à Salah ad-Din, à Saladin, on pense aux croisades, parce que c'est la dernière grande victoire dans la confrontation avec l'Occident. Et on ne peut pas demander à un Arabe, et pour moi c'est une question fondamentale, on ne peut pas demander à un Arabe, à un musulman, de considérer le passé comme du passé. Parce qu'à ce moment-là, il se sépare d'un élément fondamental de son identité. Il pourra commencer à considérer le passé comme du passé quand il aura dans le présent des éléments qui peuvent conforter son identité. Aujourd'hui, un Arabe se sent étranger dans le monde aujourd'hui. Un Iranien se sent étranger dans le monde aujourd'hui. Il a l'impression de vivre dans un monde qui n'est pas à lui. Il a l'impression de vivre dans un monde qui appartient à d'autres, où lui est une sorte d'invité non désirable. Et pour moi, l'essentiel des frustrations viennent de cela. Et l'essentiel du passéisme vient de cela. On regarde vers le passé parce qu'on n'a pas dans le présent de quoi être fier.